Nous avons avec nous en ligne professeur Pierre Jolicoeur, directeur intérimaire du département de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada. Bon après-midi, professeur Jolicoeur. Oui, bonjour. Ça va bien, professeur? Oui, ça va très bien, merci. Oui. Alors, maintenant, si on veut faire un bilan de cette guerre en Ukraine, ça a l'air que c'est une guerre qui doit être gagnée par la Russie, parce que depuis un certain temps, la Russie manque des points. Et du côté du support à l'Ukraine, c'est un support de plus en plus défaillant avec la défaillance des Américains. Oui, ben vous avez raison de questionner la façon dont se déroulent les opérations militaires, surtout du côté ukrainien. Et on a pu observer au cours des derniers mois qu'il y a une espèce d'essoufflement de l'effort de soutien à l'endroit de l'Ukraine. Et c'est vrai pour tous les pays occidentaux, mais particulièrement aux États-Unis, où il y a un débat. Et ce débat, en fait, ne reflète pas tant la volonté de soutenir l'Ukraine ou pas, mais plutôt une opposition entre les démocrates et les républicains. C'est une lutte de pouvoir où Donald Trump, qui est candidat pour le Parti républicain, candidat à la présidentielle, essaie de marquer des points, essaie de faire sentir sa présence, et où un petit groupe de supporters très actifs au Congrès bloque toute initiative du gouvernement américain pour apporter une aide militaire d'urgence à l'Ukraine. Cela dit, du côté démocrate, on est très majoritairement en faveur de ce soutien à l'Ukraine. Et même du côté républicain, il y a une frange non négligeable de politiciens qui veulent ce soutien à l'Ukraine. Alors, c'est vraiment dans le contexte de cette lutte de pouvoir aux États-Unis que, pour l'instant, on observe là, cette tiédeur, enfin le blocage même, de l'assistance militaire. Cela dit, dans le reste du monde occidental, on a vu en Europe, pour d'autres raisons, aussi une espèce de fatigue, et ça varie beaucoup. Il y a certains pays qui, comme la Hongrie, qui font tout pour empêcher une aide importante et souhaitent presque la victoire de la Russie. Mais on a d'autres États qui, eux, au contraire, mettent les bouchées doubles et continuent de soutenir l'Ukraine. On peut voir la Pologne qui est très active sur ce plan. Et depuis quelque temps, Emmanuel Macron en France aussi, qui, on dirait, va en guerre et qui montre, qui essaie d'être un peu le leader de la réponse européenne face à l'agression de la Russie. Donc, on voit qu'il y a quand même un déséquilibre, ou comment dire, c'est à vitesse variable jusqu'à quel point les États occidentaux poursuivent le soutien à l'Ukraine. Cela dit, je n'irai pas jusqu'à dire, si vous me permettez encore un petit instant, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faudrait une victoire de la Russie, parce que vous avez certainement raison de mentionner que la Russie a marqué quelques points ces dernières semaines, quelques victoires militaires sur le terrain, mais on parle aussi de la prise de quelques villages. Ce n'est pas des grands pans de l'Ukraine qui sont conquis, de nouveaux territoires conquis, mais il y a effectivement un vent qui semble souffler en faveur de la Russie pour l'instant. Mais la Russie, dans l'état actuel des choses, est incapable de prendre davantage de territoires, enfin de grands pans. Il n'a pas les capacités militaires pour conquérir l'ensemble du territoire. Il faudrait pour cela qu'on mobilise davantage de troupes, ce que jusqu'à maintenant la Russie, enfin Vladimir Poutine avait refusé de faire, puisque la dernière fois qu'il a fait une mobilisation partielle à l'automne 2022 avait donné lieu à toutes sortes de pressions, de frustrations dans la population russe, un exil aussi de beaucoup de gens qui ne voulaient pas participer à cet effort de guerre. Donc, si la Russie voulait pousser son effort de guerre au-delà de ce qu'on fait déjà et aller recruter davantage de troupes, il y aurait certainement une réaction de la population. Plus.
Ouais, mais je voudrais revenir sur l'attitude de l'Europe dans cette guerre, surtout du président français Emmanuel Macron. Est-ce que c'est pas un changement de cap qu'on amorce par rapport à l'éventualité que Donald Trump reprenne les gouvernails aux États-Unis? Et donc commencer à préparer la défense de l'Europe sans les États-Unis éventuellement. Alors, je n'irai pas jusque-là. Certainement que la réponse d'Emmanuel Macron vise aussi un peu à la défense de l'Europe, mais pour l'instant, ses propos, c'est vraiment de soutenir l'Ukraine du mieux possible. Et s'il le faut, c'est ce qu'il affirme, hein, s'il le faut, il faudra bien envoyer des troupes en Ukraine. Il n'est pas exclu de le faire. Donc, ce n'est pas une solution qu'il privilégie, mais c'est quelque chose qu'il est prêt à considérer si la situation devait pousser les États européens à en arriver là. Est-ce que c'est une réaction à Donald Trump? Ben, il y a certainement l'observation que l'Ukraine est en difficulté en raison de l'attitude des Américains qui, pour l'instant, ont fermé le robinet à peu près là, de l'assistance militaire. Et donc, les Européens doivent faire davantage, à moins d'abdiquer sur ce conflit et laisser la Russie remporter la victoire. Mais ceci, effectivement, fait peur, en Europe surtout. Nous, on est un peu loin de ce théâtre et on se sent un peu immunisé peut-être contre ce fléau. Mais en Europe, on voit avec horreur, on anticipe avec grande crainte. Si jamais la Russie réussissait son pari à conquérir l'Ukraine, d'abord, ce serait terrible pour les Ukrainiens, car la Russie et leur leader actuel nient l'Ukraine, nient leur droit à l'existence. Alors, les pauvres Ukrainiens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils arriveraient dans un système russe s'ils étaient incorporés à un État russe. Il s'appelle quoi? Réduit à l'esclavage? Réduit à quoi? On ne sait pas trop, mais les droits des Ukrainiens, leurs droits collectifs, leurs droits à leur identité culturelle seraient certainement niés, bafoués. Et comme on voit aussi les pratiques génocidaires du gouvernement russe actuellement, avec l'enlèvement des enfants qui ont été redistribués dans des familles russes, la façon dont les prisonniers de guerre ou comment certains citoyens, comment la population civile est victime de ces assauts militaires. Donc, il y a parfois un certain bombardement dont on ignore, on comprend mal la logique militaire derrière. Ce qu'on voit aussi, c'est un très grand manque de respect de la vie humaine en Ukraine. Et donc, si la Russie réussissait à conquérir là, elle se sentirait renforcée et encouragée à poursuivre. Et dans le discours russe, ces dernières semaines, il y a eu plusieurs affirmations très inquiétantes de différents acteurs, non seulement de Vladimir Poutine, mais de Dmitri Medvedev aussi, l'ancien président de la Russie, ou d'autres acteurs, d'autres politiciens avec une assez haute visibilité, qui, eux, semblent indiquer que l'Ukraine, c'est une étape. Hein? On veut reconquérir les anciens territoires qui ont appartenu à la Russie. Et ceci défie complètement l'ordre international dans lequel on habite présentement. C'est-à-dire que cette théorie là, du premier occupant ou de territoire que lorsqu'on habitait dans un État à l'âge d'or, donc d'un lointain passé, on veut reconquérir ces territoires. Si on laisse faire la Russie, ça lui donnerait carte blanche pour éventuellement conquérir d'autres territoires, s'il le souhaitait, mais ça aussi encouragerait aussi d'autres États à vouloir faire pareil. Aucune frontière en Europe ne correspond à une réalité historique très, très ancienne. Toutes ces frontières ont déjà bougé, et les États ont déjà occupé des territoires plus vastes, plus petits, et donc, si on se permet un révisionnisme territorial, on serait dans un monde assez chaotique. Donc, c'est très dangereux. Et c'est un peu pour ça qu'on doit effectivement regarder la défense de l'Europe qui peut être une toute nouvelle équation avec les deux
pays qui, depuis qu'on ne se parle pas, professeur, qui sont arrivés 31e et 32e membres de l'OTAN, n'est-ce pas? C'est pour dire que non, on prend la Russie très au sérieux et puis on n'est pas trop sûr que les États-Unis vont continuer à aider avec les déclarations de Donald Trump, à aider à défendre l'Europe. Autant se mettre tous ensemble pour faire contrepoids à la force de celui qui parle de ses armes supérieures aux armes de l'Occident. Armes atomiques, on s'entend. Oui, alors d'une certaine façon, vous avez certainement raison de mentionner les pays européens se préparent à l'après-Ukraine et voient la Russie comme une menace. Et donc, on tente de s'organiser. L'OTAN a réagi aussi de nombreuses façons par l'élargissement à 2 nouveaux membres. Donc, et on le voit à quel point les États qui sont beaucoup plus proches de la Russie, à quel point ils craignent ce nouvel affirmation sur la scène internationale et le voit comme une menace. Des pays qui étaient neutres, comme la Suède, par exemple, le dernier à s'ajouter à la liste des pays membres de l'OTAN, vient de mettre un terme à 2 siècles de neutralité. Et donc à rejoindre une alliance militaire pour se défendre, car l'OTAN est une alliance défensive, quoi qu'en dise la Russie. Donc, c'est une organisation militaire qui vise à défendre les États membres et on parle de sécurité collective ici. Donc, certains nouveaux États, donc la Suède, la Finlande, se joignent à l'OTAN pour bénéficier de ce parapluie sécuritaire. D'autres façons, l'OTAN s'est aussi organisée en déployant davantage de ressources dans ses confins orientales, donc en bordure de la Russie, effectivement pour accroître peut-être un peu la pression, mais surtout pour être doté de forces de sécurité proches si jamais il y avait débordement du conflit ukrainien ou si la Russie commençait à mener des opérations dans d'autres pays où il y a de larges populations de russophones, qui est un peu le prétexte pour l'intervention en Ukraine. Alors, les États baltes sont certainement sur la sellette, se sentent menacés. Il y a également en Transnistrie, donc en Moldova. Transnistrie est un petit territoire sécessionniste à l'intérieur de la Moldova, et d'autres. Et donc, oui, les États européens se sentent obligés de réagir à l'agression russe, surtout à son imprévisibilité. On ne sait pas quelle est l'intention derrière à long terme de cet État et de leurs dirigeants. Et surtout, on ne connaît pas la longévité que se donnera au pouvoir Vladimir Poutine, qui est l'homme mais vraiment tout puissant, omnipuissant, n'est-ce pas, dans une Russie abandonnée à un seul homme, parce que tout ce qui bouge, risque de se faire empoisonner, de se faire tuer, etc. Ça, c'est Vladimir Poutine, un très grand dictateur. Il passera à l'histoire, hein? Il va déjà passer à l'histoire, ça c'est certain. Et vous avez raison de mentionner qu'on ne sait pas jusqu'à quand il sera maintenu au pouvoir. Bon, il vient d'être réélu dans un simulacre d'élection qui s'est tenu au cours des 3 derniers jours. Réélu avec 87% du vote, au-delà de 87%. Alors, écoutez, c'est du jamais vu. Dans une élection libre, quelqu'un qui est au pouvoir depuis 24 ans, écoutez, il y a l'usure du pouvoir. Normalement, il devrait y avoir des voix discordantes. Il devrait y avoir au moins d'autres options que Vladimir Poutine. Mais là, les Russes sont laissés devant un manque de choix complet. Même si l'élection, il y avait sur le bulletin de vote d'autres candidats qui se sont présentés contre Vladimir Poutine, en fait, ils ne se sont pas vraiment présentés contre lui. Il n'y a pas eu de campagne électorale. Il n'y a jamais eu de débat public. Vladimir Poutine a refusé de participer à des débats. Il n'y a pas vraiment de programme électoral non plus. Alors, il était tellement certain de remporter ces élections qu'il n'a pas mené de campagne. Et les candidats de l'opposition, en fait, ceux qui ont été autorisés à se présenter, eh bien, ce sont des gens pâles, sans couleur, inconnus du public ou à peu près inconnus, et des gens qui n'ont jamais critiqué Vladimir Poutine. Ils n'ont jamais remis en question le conflit en Ukraine
ni les grandes orientations de l'État de la Russie. Donc, ils ont présenté des programmes, mais à toute fin pratique, c'est sans vouloir critiquer le chef. Et ils se disent même satisfaits des résultats des résultats aujourd'hui dans les entrevues. Alors, on voit bien que ce ne sont pas vraiment des véritables candidats. Les vrais opposants à Vladimir Poutine ont été éliminés d'une façon ou d'une autre. La plupart ont été soit emprisonnés, empoisonnés, défenestrés ou exilés, mais ils sont plus dans le paysage politique de la Russie de façon active, car leur voix n'atteint pas les médias et ne sont pas et ont beaucoup de mal à se faire entendre. On va certainement créer une nouvelle définition, une nouvelle expression pour parler de démocratie à la Poutine, professeur, c'est sûr. Ah oui, il y a déjà lui-même a façonné un nouveau vocabulaire. Hein, il parle de démocratie dirigée. C'est le terme qu'on utilise en Russie pour capturer ce type spécial de démocratie qui entretient un simulacre de démocratie en fin d'élection pour donner la possibilité au pouvoir de déclarer qu'il bénéficie du soutien de la population. Ouais. Alors là, en début d'entrevue, j'ai mentionné que une nouvelle mobilisation en Russie serait très difficile pour Vladimir Poutine parce qu'il n'y a pas d'appétit en Russie pour augmenter l'effort de guerre, enfin, du moins dans ce sens, en envoyant davantage de troupes. Mais maintenant que Vladimir Poutine bénéficie d'une nouvelle légitimité, pas aux yeux des Occidentaux, mais à ses yeux à lui-même, donc il se targue d'avoir l'appui de 87% de la population, il se dit, maintenant, j'ai la population derrière moi, je peux agir comme je l'entends, la population me soutient. Et peut-être pourrait en profiter pour décréter une nouvelle mobilisation et augmenter l'effort de guerre en Ukraine. C'est une possibilité et il va falloir vraiment observer au cours des prochains jours, des prochaines semaines, ce que sera la réaction de la Russie là, suite à ces élections, si vraiment il va aller dans ce sens. Pierre Jolicoeur, directeur intérimaire du département de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada. Je vous remercie, Monsieur Jolicoeur, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Oui, ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.